Merci, je pense qu'il va y avoir une belle continuité avec la présentation de la professeure Duclos. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité. Là, c'est très apprécié. Je suis désolé de ne pas être là en personne. Je suis à Londres en ce moment, mais je suis vraiment jaloux parce que vous avez une programmation extraordinaire. Puis je suis sûr que les gens qui sont dans la salle aussi, à titre de spectateurs, sont aussi extraordinaires. J'en connais quelques-uns. Puis je tiens à dire que je me suis intéressé à ce sujet-là pour la première fois dans le contexte d'un rapport publié l'année dernière avec le Centre québécois du droit de l'environnement sur l'éco-blanchiment financier. Plusieurs des questionnements qui sont émergés jusqu'à présent aujourd'hui se retrouvent aussi un peu reflétés dans ce rapport-là. C'est dommage qu'un an plus tard, les situations n'aient pas évolué tant que ça, mais je donne que les trois personnes qui sont sur scène en ce moment m'avaient aidé à réviser ce rapport-là. Euh, Quelques personnes qui ont présenté un peu plus tôt aujourd'hui, Maître Caron, Maître Pélofi aussi, ont participé aussi. Donc, c'est le fun de voir qu'on est comme une communauté à travailler sur ces questions-là. C'est vraiment le fun. Euh, mais bon, sans plus tarder, j'y vais. Donc, je vais vous parler de taxonomie, de règles de classification en finance durable. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Même, je pense qu'on a un de nos conférenciers qui nous a dit que c'était un peu là, la panacée, ou du moins c'est un instrument qui avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, on va voir ensemble, est-ce que c'est vraiment là ce dont on a besoin? Pourquoi déjà une taxonomie? Ben, pour les gens qui sont moins familiers avec qu'est-ce que c'est, une taxonomie ou un système de classification de manière plus générale, c'est un peu comme un dictionnaire pour la durabilité. Donc, c'est un système qui permet de classer des activités économiques selon des critères environnementaux. On peut comparer ça un peu à un système d'unité de mesure. Donc, on a le mètre pour les distances, le gramme pour la masse, mais une taxonomie, ça nous permet de mettre des mots sur des indicateurs de performance environnementale. Pourquoi? Ben, comme avec un dictionnaire, pour avoir un langage commun qui nous permet de se comprendre et un peu mettre fin à la tour de Babel, des labels, des standards, où certaines personnes ont des définitions, d'autres ont d'autres définitions, puis finalement, on ne sait plus trop ce que les mots veulent dire. Euh, c'est intéressant une taxonomie parce que en créant des définitions, bien, on vient réduire les risques d'éco-blanchiment. Si tout le monde parle le même langage, ben, les mots ont un sens et on ne peut pas vraiment déroger à ce sens-là, surtout s'il y a des mécanismes d'application de la loi qui viennent avec ça. Donc, si on vient dire que pour être vert, il faut des standards très très élevés qui sont définis dans la loi ou par règlement, ben là, à ce moment-là, les gens qui s'en éloignent ne peuvent pas utiliser ce mot-là, fait que ça réduit les risques que tout le monde utilise le mot vert ou durable ou transition à toutes les sauces. Mais c'est aussi bon pour les entreprises qui auraient peur de se faire poursuivre sur la base de l'éco-blanchiment, parce que ben, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont familiers avec la loi sur la concurrence, puis les récents changements qui exigent maintenant aux entreprises qui font des allégations environnementales d'avoir des preuves. Donc maintenant, ça prend des preuves lorsqu'on veut faire des allégations environnementales, incluant des allégations de nature financière à des fins commerciales. Ben, si on a une taxonomie qui vient nous définir une méthodologie qu'on peut suivre pour faire des allégations, pour dire que quelque chose est vert, pour dire que quelque chose est de transition, ben là, ça nous donne une méthodologie sur laquelle on peut s'appuyer, puis donc ça réduit peut-être l'incertitude juridique lorsqu'on veut faire certaines allégations. Donc, transparence, comparabilité, confiance, ça peut potentiellement accomplir toutes ces choses-là. Évidemment, une taxonomie ou un système de classification, il n'y a pas une façon de le faire, il y a plusieurs modèles, plusieurs paramètres. On peut avoir un système binaire, donc vert ou pas vert, transition ou pas transition, vraiment juste oui ou non, ou bien on rencontre les critères, ou bien on les rencontre pas. Mais on peut aussi avoir différents degrés de performance. Donc, un vert plus foncé, plus pâle, une catégorie transition. Donc, on peut aller venir créer différents indicateurs. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait pas juste avoir deux catégories? Ça serait plus simple. En fait, c'est que ça peut créer un incitatif à être un peu plus précis, puis aller au-delà du niveau minimum. Donc, quand on vient créer un seul niveau de performance, ben là, pourquoi est-ce que je m'améliorais au-delà du standard minimum? Si on a différentes gradations, ben là, ça me permet de dire, OK, je suis à 8 sur 10, ou je suis à 10 sur 10, ou à 12 sur 10, au lieu de dire, ben, je passe le test ou je passe pas le test. Fait que ça peut empêcher cet effet pervers-là. Une taxonomie, ça peut être volontaire, ça peut être obligatoire, ça peut être exclusif ou ça peut coexister avec d'autres labels privés, là, si on pense à une taxonomie qui serait imposée par un État. Et ça peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Donc, on peut décider qu'on va normer les appellations des activités économiques. Donc, on va avoir des activités vertes, par exemple,
On peut labelliser des projets. Ça peut être une norme qu'on va appliquer à des entreprises, donc une entreprise qui serait verte ou une entreprise qui serait alignée sur la transition. Euh, ou encore, on peut labelliser des actifs financiers. Donc, on pourrait penser à un fonds vert, une obligation verte. Évidemment, je dis vert, je dis transition, là, mais tous les mots sont possibles, puis on peut avoir différentes étiquettes pour différentes caractéristiques et qu'on vient définir. Comme dans un dictionnaire, on peut faire toutes sortes de choses. Là, ici, je vous présente trois exemples. En fait, les gens de l'AMF qui sont dans la salle n'aimeront pas le fait que j'ai mis l'avis 81-334 dans la liste parce qu'il dit spécifiquement que ce n'est pas un système de classification, cet avis-là, mais je vous en parle quand même. Donc, premièrement, les obligations vertes certifiées par la Climate Bonds Initiative. Qu'est-ce que c'est ça, la Climate Bonds Initiative? C'est un régime de certification privé. Donc, vous êtes une entreprise, vous voulez émettre des obligations, vous voulez émettre de la dette là, pour financer un projet, vous pouvez vous tourner vers ce mécanisme-là. Vous devez publier un cadre de financement avant d'émettre votre obligation. Donc, il y a des critères qui sont définis, quels projets sont éligibles, quels critères doivent être rencontrés au niveau de la performance environnementale. Et là, il va y avoir une vérification qui va être faite par une personne là, qui est accréditée pour faire ce genre de vérification-là. Ensuite, une fois que vous réussissez à lancer votre obligation, dans les 24 mois, vous devez avoir utilisé 95% des produits, donc des fonds que vous allez avoir été capable de lever grâce à cette émission-là, à des fins qui respectent les critères sectoriels imposés par la Climate Bonds Initiative. Et ensuite, vous devez publier des rapports d'actualisation annuellement sur comment vous avez utilisé les fonds que vous avez réussi à lever, puis quel a été l'impact. Donc ça, c'est un mécanisme privé qui a défini une taxonomie, si on veut, privée, une norme, et là, les entreprises sont libres de l'utiliser ou pas. Pourquoi est-ce que ça a des limites? Ben, c'est sûr que c'est privé, c'est pas garanti que tout le monde va utiliser ces critères-là, d'autres gens peuvent décider de ne pas l'utiliser, ce qui crée justement cette confusion, cette tour de belle multiplication des différentes normes, des différents standards. Deuxième, en fait, là, je vais aller à la fin, à la droite, donc la taxonomie de l'Union européenne, il y a quelques personnes qui en ont parlé. Là, c'est un mécanisme réglementaire, donc la loi, par règlement, vient établir des critères de performance environnementale. Et là, si on réussit à faire une contribution significative à un de 6 objectifs environnementaux, ça peut être l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation, l'économie circulaire, il y en a d'autres. Donc, si on réussit à rencontrer ces critères-là, de faire une contribution significative sur un des 6 objectifs, et en plus de ça, qu'on fait aucun dommage important à un des objectifs, là, à ce moment-là, on peut dire qu'on est aligné, que notre activité est alignée sur la taxonomie. Et bon, ça en soi, c'est un peu banal, là, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient s'accrocher avec d'autres obligations, notamment des obligations de divulgation, un régime de certification des obligations aussi. Donc, là, on vient un peu ajouter de la chair autour de l'os. Fait que, tu sais, on prend l'idée d'un dictionnaire, là, on définit des mots, c'est le fun d'avoir un dictionnaire, mais après ça, c'est encore plus le fun d'écrire de la poésie, de faire des chansons, d'écrire des livres, ben c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a notre dictionnaire? Il faut faire quelque chose avec. Fait que c'est ça que l'Union européenne a décidé de faire. Et là, l'avis 81-334, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on a au Québec, qui est un avis destiné aux gens qui commercialisent des fonds d'investissement, et ça parle des informations sur les facteurs ESG que les fonds d'investissement doivent faire. Et là, c'est pas une taxonomie, c'est pas un système de classification, mais il y a quand même là-dedans une description de 4 types de fonds qui varient selon leur degré d'intégration ESG. Et selon le type de fonds, ben, vous avez des obligations de divulgation différentes. Et là, ça vient établir des recommandations sur comment nommer ces fonds-là, quel type d'informations il faut divulguer. Fait que c'est intéressant, on pourrait réfléchir, est-ce qu'on pourrait transformer ces catégories-là en taxonomie des fonds d'investissement, puis quel genre de changement il faudrait faire? Il faudrait y réfléchir, mais ça existe. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre dans une taxonomie. On peut évaluer différentes choses, différentes étapes de la chaîne de valeur d'une activité économique, d'une entreprise, différentes étapes du cycle de vie d'un produit, différents mécanismes d'audit auxquels on peut réfléchir, différents critères d'évaluation de la performance environnementale. Est-ce qu'on parle de climat, de polluants, de biodiversité? Est-ce qu'on a des critères minimums justement pour qu'on ne soit pas bon sur un critère mais mauvais sur un autre critère?
Comment est-ce que les critères évoluent au fil du temps? Hein? On parle d'accord de Paris, de trajectoire d'alignement à l'accord de Paris. Ben, ça veut dire qu'à chaque année, il faut s'améliorer, il faut réduire de plus en plus nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, comment est-ce que les critères s'adaptent au fil du temps? Et comment est-ce que les critères s'appliquent pas juste au projet, mais aussi à l'entreprise? Donc, est-ce qu'on vient certifier seulement un projet ou on va aussi regarder ben, cette entreprise-là, est-ce qu'elle a des bonnes performances environnementales ou pas, et vice-versa? Donc, différentes modalités là, qui peuvent être présentes dans les taxonomies. Il faut faire attention, ça a quand même des effets, potentiellement des effets pervers. Il y a des pièges qu'il faut éviter. Premier élément, attention à quels critères de performance est-ce qu'on va imposer. Le fameux risque de green lighting. Vous avez entendu parler du greenwashing, mais là, le green lighting, c'est une autorité qui viendrait endosser une certification ou une norme sans que ça soit réellement strict ou suffisant ou que ça vienne juste évaluer certains aspects de la performance environnementale, puis qu'on se retrouve à légitimiser des activités controversées. C'est arrivé en Chine, où le charbon s'est retrouvé dans une taxonomie. En Europe, où le nucléaire s'est retrouvé également, il y a eu des contestations judiciaires à ce niveau-là. Donc, attention, au Canada, est-ce qu'on inclut le pétrole, le gaz? Est-ce que ça a sa place dans une taxonomie? C'est des questions qu'il faut vraiment suivre de près. Qui va vérifier la conformité? Autre élément important. Et aussi, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que une entreprise soit pas capable d'obtenir une certification ou être considérée comme alignée sur la taxonomie pour un projet spécifique, mais que l'ensemble de ses autres activités, elles, soient pas alignées. Donc, ce qui pourrait envoyer un peu un message un peu étrange. On a des obligations vertes, mais on est une entreprise très, très polluante. Je reviens à mon exemple du dictionnaire. C'est le fun d'un dictionnaire, mais ensuite, il faut faire quelque chose avec. Et le potentiel d'une taxonomie, c'est vraiment l'effet catalyseur que ça peut avoir. Ça peut être un dictionnaire, après, qui va nous permettre d'accomplir toutes sortes de choses, créer des exigences de divulgation, où on va pouvoir utiliser le vocabulaire et les critères de la taxonomie, créer des normes pour les fonds, pour les obligations vertes. On peut penser à toutes sortes de politiques publiques, des subventions qui intègrent les critères d'une taxonomie, des crédits d'impôt, des critères d'investissement public. On pourrait dire la caisse de dépôt et placement, demain matin, doit avoir 50% de son portfolio dans des activités alignées avec la taxonomie. Pour qu'un fonds puisse être un fonds ESG, il doit avoir un certain pourcentage d'actifs alignés sur la taxonomie. Donc, on peut être créatif, ça peut nous permettre d'accomplir toutes sortes de choses. Donc, oui, ça a beaucoup de potentiel, comme Maître Caron nous disait, mais il faut évidemment que ça soit accompagné d'un écosystème réglementaire et fiscal qui peut vraiment faire quelque chose avec cette taxonomie-là pour pas que ça soit juste un dictionnaire un peu poussiéreux qu'on a tous chez nous, là, qui ne sert pas à grand-chose, qui est sur le coin d'une table, puis qu'on n'a pas ouvert au cours des 20 dernières années. Donc, vraiment, ça prend quelque chose. Euh, et au Canada, où est-ce qu'on en est, là? Puis ça a été mentionné aussi, mais je le redis, ben, on a eu un processus très lent qui, à présent, n'a pas abouti sur grand-chose. Donc, on avait eu la création d'un conseil d'action en finances durables qui devait soumettre un projet de taxonomie. Ils l'ont fait en 2023. Initiative intéressante, 3 types d'exigences pour qu'un projet puisse être éligible. Ça nous prend une entreprise qui a des cibles net zéro, un plan de transition crédible, des divulgations climatiques. Il faut que le projet soit aligné sur une trajectoire de 1,5 degré, incluant les émissions de portée 1, 2, 3, pas de compensation, et il ne faut pas que ça nuise à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux. Donc, quand même intéressant. On va pour 2 catégories, projet vert, projet de transition. Donc, il n'y a rien, par exemple, au niveau de la biodiversité, là, c'est vert, de manière générale, très centré climat ou transition. Et ça serait un cadre volontaire, non contraignant. Bon, là, c'est un peu bizarre, là, parce qu'on se dit, ben, ça donne quoi d'avoir ça si c'est non contraignant? Qui va utiliser ça? Ça crée un risque de concurrence avec des labels privés. Puis là, évidemment, il y a toutes sortes de difficultés techniques quand on veut faire aboutir un projet comme ça. Quelle trajectoire de décarbonation on impose aux entreprises, quel seuil d'éligibilité on définit, quels critères au niveau des impacts négatifs, comment on calcule les émissions de portée 3. Mais bon, vous l'avez dit, là, il y a d'autres pays qui l'ont fait, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Europe. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de le faire, c'est juste qu'il faut y réfléchir. Et au Canada, un enjeu très très important, c'est l'inclusion, puis cette taxonomie-là laissait entrevoir que ça serait possible, l'inclusion d'activités fossiles, notamment des projets de capture de carbone, d'hydrogène bleu. On peut se poser la question, est-ce que ça a sa place dans une taxonomie, étant donné les risques de verrouillage carbone? Bon, ça c'était une proposition faite par un conseil.
le gouvernement canadien a reçu ça, a dit c'est intéressant, on va de l'avant, budget 2024, oui, 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 on va de l'avant, octobre 2024, oui, on va vraiment de l'avant, on va même créer un groupe de travail qui va devoir aboutir sur une taxonomie pour certains secteurs prioritaires, électricité, transport notamment, et on va choisir 2 à 3 secteurs pour lesquels on va publier une taxonomie dans les 12 mois suivant le début des travaux. Ça fait, calculez-moi, ça fait un an. Mais c'est depuis le début des travaux. Est-ce que les travaux ont commencé? Je ne sais pas. Donc peut-être que le délai n'a jamais commencé à courir. Les 12 mois ne sont pas encore partis. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va en savoir plus, comme Maître Caron nous a dit, dans le budget qui va être révélé la semaine prochaine. Là, je suis au bout de mon temps, mais très rapidement, je clôture là-dessus. Il y a quand même des choses qui se passent au niveau d'obligations vertes. Le gouvernement du Canada, du Québec, des entreprises privées, des fonds de pension émettent des obligations vertes, donc elles se sont dotées de propres taxonomies, malgré tout, dans le cadre de ces émissions-là. Mais il y a d'autres pays qui sont allés de l'avant. L'Europe, la Chine ont des taxonomies qui sont dans la réglementation, imbriquées dans les politiques publiques. L'Australie et le Japon ont des taxonomies volontaires. Maître Caron a parlé de l'exemple de l'Australie. Au Japon, c'est semblable. Royaume-Uni et États-Unis, on a décidé de ne pas aller de l'avant, mais pour 2 raisons différentes. États-Unis, ben, je pense que tout le monde comprend un peu pourquoi. Royaume-Uni ont décidé, eux, de se concentrer sur autre chose, notamment les plans de transition. Donc, ils ont quand même des politiques en finance durable, mais ils décident de délaisser la taxonomie pour se concentrer sur autre chose. Donc, à quoi s'attendre pour la suite? Ben, je pense qu'il faut se donner rendez-vous au budget la semaine prochaine.